Je suis Justine Morel et vous écoutez le Rapport du légiste, le podcast d'Egora qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Bernard Marc. À 63 ans, il est chef de service des urgences médico-judiciaires du Grand Hôpital de l'Est francilien et responsable de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Compiègne. Pour Egora, il revient sur une affaire marquante de sa carrière, l'affaire Angélique Dumetz. « 13 octobre 1996. Angélique Dumetz, alors âgée de 18 ans, est retrouvée morte en forêt de Compiègne. La jeune femme, étudiante à Amiens, était revenue dans l'Oise pour fêter l'anniversaire de sa meilleure amie. Elle a été assassinée à la sortie d'une boîte de nuit, poignardée, égorgée et probablement violée. Près du corps, les enquêteurs retrouvent un blouson en cuir, un couteau, mais aussi des traces ADN tirées du sperme du tueur et son groupe sanguin B+. Malgré ces éléments, impossible de mettre la main sur le meurtrier. À cette époque, le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, n'existe pas en France, comme c'est alors le cas en Angleterre par exemple. La mère de la victime, Marie-Pierre, décide de se battre pour qu'un tel outil soit créé et pour qu'il regroupe les ADN d'un maximum de délinquants et criminels. Le FNAEG voit finalement le jour en 1998 et devient opérationnel en 2000. Mais les années passent et le fichier ne livre aucun nom. L'enquête patine jusqu'en 2011. À ce moment-là, le docteur Bernard Marc est responsable de l'unité de médecine légale à Compiègne depuis 7 ans et il reçoit une femme en consultation, Alice, qui a porté plainte contre son mari pour violence conjugale. Alors elle vient consulter à l'unité médico-judiciaire. Ces unités médico-judiciaires sont largement ouvertes aux victimes. On voit les victimes sur réquisition. Il faut savoir que l'activité des médecins légistes, c'est 95% de victimes vivantes, de victimes de violences, et 5% d'activité thanatologique. Donc il ne faut pas nous imaginer tout le temps dans des chambres froides. Et je vois arriver une femme avec des violences particulièrement importantes. 2011, on a l'impression que c'est tout près, mais c'était assez loin pour la considération, la prise en charge des violences faites aux femmes. Néanmoins, celle-là, on est vraiment très attentif. Je signale aux enquêteurs, je dis c'est très important. Le mari l'avait attendu, il l'avait frappé à coups de bâton. Ils sont séparés depuis peu. Les lésions de violence étaient très particulières. Il y avait une énergie, une volonté de faire véritablement mal à la victime. J'ai à ce moment-là une grande expérience, j'ai plus de 30 ans de médecine légale, je m'inquiète beaucoup et les enquêteurs décident non pas d'aller interpeller, ce qu'on ferait aujourd'hui immédiatement l'auteur, ou en tout cas le suspect de ces violences, mais ils le convoquent très rapidement. Comprenant sa convocation, l'auteur va comprendre aussi que des empreintes génétiques vont être faites, il va être placé en garde à vue et on va lui faire les prélèvements qui sont en 2011 devenus systématiques sur toutes les personnes en garde à vue du fait de l'action qui a permis le fichier national des empreintes génétiques, du fait de cette action pour Angélique avec son crime non résolu. Et il va s'en prendre à sa femme, il va l'enlever à la sortie du travail, il va l'emmener dans un coin désolé, il va la poignarder sauvagement, elle est encore à moitié vivante, agonisant, il va l'asperger d'essence et il va mettre le feu au corps. Et donc il commet ce meurtre, et c'est un meurtre suivi d'un suicide, puisqu'il va tenter de s'immoler par le feu, il n'y a plus d'essence dans son bidon, il va essayer d'arrêter des automobilistes dans une espèce de mouvement tout à fait fou, puis il va se noyer dans un étang qui est juste à côté. Ça se passe à Longueuil-Sainte-Marie, en bordure de Compiègne. Ça se passe sous le pont du TGV en partie, donc dans la périphérie de Compiègne. Il l'a enlevé dans la ville, il l'a mise dans sa voiture et il l'a amené quelques kilomètres plus loin, une dizaine de minutes plus loin en voiture. Et il a commis tous ces actes dans un endroit qui est un endroit
assez isolée, avec une violence particulière, parce que l'endroit où il a choisi de la tuer, c'est une entrée d'une très jolie propriété, c'est très calme, il y a des jolis arbres, ça pourrait être parfaitement bucolique, sauf qu'au milieu du bucolique, il y a un corps carbonisé. C'est moi qui intervient, qui arrive, qui reconnaît tout de suite cette femme que j'avais eue 10 jours avant. Même pas une semaine avant, très peu de temps, avec quelque chose de très choquant. On est là sur place avec la procureure de l'époque qui s'est déplacée. On est dans quelque chose qui nous choque tous parce qu'on dit on aurait pu arrêter ça. Et on retrouve un couteau à côté qui a été le couteau qui a servi une espèce de poignard, je dirais à la Rambo, une espèce de poignard très particulier qui est là. Et les examens des corps sont faits à titre systématique pour les reconnaître, en être tout à fait sûr, puisqu'il y en a un qui était noyé, sorti très vite de l'eau, mais noyé, et le second avec un corps carbonisé. On va faire des empreintes génétiques et ça part sans urgence, puisque au sens judiciaire, cette affaire judiciaire est éteinte. Le terme est terrible dans ce cas-là, mais l'affaire est éteinte et l'empreinte génétique va revenir à un moment. Et donc les empreintes génétiques partent systématiquement, il n'y a rien à déduire, l'auteur des faits s'est suicidé, donc ça s'arrête. Ça s'arrêterait, sauf que les empreintes génétiques matchent, comme on dit, elles correspondent à des empreintes génétiques qu'on a retrouvées, qui sont des empreintes génétiques sur du sperme et des taches génétiques retrouvées sur le corps d'Angélique Dumetz, 15 ans plus tôt. Et on a la résolution de cette affaire, résolution terrible parce que le juge d'instruction, qui a quand même gardé ce dossier, va devoir convoquer la famille en indiquant que l'auteur des faits est connu et retrouvé. Disculpant d'ailleurs le petit ami de l'époque, puisqu'il y avait eu une dispute au départ dans la boîte de nuit avant qu'Angélique ne reparte toute seule, on avait pensé que c'était peut-être le petit ami, il avait toujours été désigné, un peu montré, tant qu'on n'avait pas l'auteur. Donc là on a bien l'auteur, qui est un homme originaire du Cap-Vert, et le juge indique donc à la famille qu'on a retrouvé l'auteur et que malheureusement il ne pourra pas y avoir de procès, parce que l'auteur s'est donné la mort et a donné la mort à son épouse. Et puis en guise d'épilogue à cette histoire, il y a un épilogue qui est encore plus glaçant, c'est que l'arme qui a servi à tuer son ex-compagne donnait des lésions très particulières. Et on me pose la question de savoir sur dossier si l'arme est la même que celle qui a occasionné les blessures mortelles sur Angélique Dumetz. Et l'expertise que je vais faire va être absolument concluante, c'est effectivement la même arme. Donc cet homme-là avait gardé symboliquement cette arme qu'il a peut-être eue lorsqu'il était au Cap-Vert, qu'il avait gardée avec lui très précieusement avec tous les guillemets qu'on voudra y ajouter, qui était symbolique, et pendant 15 ans, il a eu cet objet fantasmatique de la mort qu'il avait donné, et qu'il a donné 2 fois avec la même arme. Alors Angélique Dumetz, c'est une histoire extrêmement importante. Imaginez une affaire, le cold case local. Vous entrez dans la ville de Compiègne, le sénateur-maire a fait, pour le souvenir, le premier rond-point s'appelle le rond-point Angélique. Tout le monde tourne autour de ce rond-point Angélique en disant pourquoi rond-point Angélique. Ça a été tellement fort, tellement important. Et puis au point de vue
personnel, j'arrive avec les empreintes génétiques d'Alex Jeffreys, il commence ma carrière avec ça, on y croit énormément, c'est pour nous un élément fondamental. J'étais à Paris au moment des grandes affaires où l'ADN n'a pas été retrouvé à matcher, les affaires du tueur de l'Est parisien, les affaires de Guy Georges, etc. Donc on est parfaitement dans ce contexte, c'est notre entière culture, on s'est battu pour qu'elle puisse être faite, on a fait des centaines, des milliers d'examens de victimes sur lesquels on a fait des prélèvements, des écouvillons à toute heure en faisant attention. On a dans nos services médico-judiciaires des armoires entières de scellés. On fait attention à cette chaîne génétique. Donc vous voyez que c'est à la fois extrêmement important et là, notre technique, elle arrive, elle apporte la vérité et le terrible, c'est qu'elle apporte la vérité trop tard. C'était le rapport du légiste, un podcast produit par Egora, à retrouver sur Deezer, Spotify et Podcast Addict.